À la une de l'actualité ce soir, honneur militaire et accueil chaleureux pour le président du Faso en visite dans l'Hexagone. Roch-Marc Christian Kaboré qui salue l'action du président François Hollande à travers son soutien dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette édition, la réaction du président Kaboré. Et puis bientôt la fin des délestages de la Sonabel, pourrait-on se demander au regard de l'annonce de 30 MW de courant d'ici à un mois. Le ministre de l'Énergie est allé s'assurer que les promesses seront tenues. Dans ce journal, images et témoignages. L'Afrique du Sud veut se débarrasser de son président. Jacob Zuma n'a jamais été aussi contesté que ces derniers temps. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Pretoria pour exiger la démission du président. Même les cadres de son parti réclament son départ. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. En séjour depuis hier dans la capitale française, le président du Faso s'est rendu ce matin aux Invalides pour recevoir des honneurs militaires et d'accueil chaleureux. Un privilège réservé aux hôtes de marque de la République française. Le cérémonial exécuté dans ce lieu de mémoire symbolisant aussi l'attachement de la France au devoir de réparation pour ceux qui ont versé le sang pour la patrie prend tout son sens au moment où la France et le Burkina Faso sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Mathias Drabo et Jérémy Koulibaly sont nos envoyés spéciaux dans l'Hexagone. C'est une cérémonie sobre, mais empreinte de solennité qui tient lieu d'accueil officiel au président du Faso pour sa visite dans l'Hexagone. C'est ici, à l'Hôtel National des Invalides, qui abrite le tombeau de Napoléon, que les honneurs ont été rendus au président Roch Kaboré. Une cérémonie dans la pure tradition militaire, réservée aux hôtes de marque de la République française. Pour l'occasion, 2 compagnies de la garde républicaine française sont mobilisées. Exécution du Ditanier et de la Marseillaise, tout y passe dans une orchestration musicale des troupes de la marine. Nous servons de ce bâtiment, de ce lieu prestigieux pour accueillir les chefs d'État étrangers, pour leur rendre les honneurs. On rend les honneurs dans la cour d'honneur des Invalides, sous l'œil bienveillant à la fois de notre ancien roi Louis XIV, puisque son esprit plane encore dans cette cour, et puis aussi sous la statue de Napoléon, vous l'avez vu, hein, puisque Napoléon a son tombeau ici, hein, il y a cette statue qui trône au milieu de la cour d'honneur, donc vous voyez, c'est quand même un mélange assez particulier et assez émouvant, je crois. C'est donc dans ce lieu chargé d'histoire, une histoire vieille de près de 350 ans, que la République française a tenu à exprimer sa reconnaissance au président Roch Kaboré. Une reconnaissance et des honneurs à la dimension de l'amitié et de la coopération entre le Burkina Faso et la France, engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme et sur les chantiers du développement. Là, c'est les honneurs, ça explique aussi la relation profonde d'amitié qu'il y a entre le Burkina et la France, bien sûr. Et vous avez vu toute la solennité de la cérémonie ici aux Invalides. En dehors d'être un haut lieu de mémoire et de perpétuation des traditions républicaines françaises, l'Hôtel National des Invalides, qui a accueilli le président du Faso, abrite le musée de l'armée. L'institution a également une vocation sociale et hospitalière par l'accueil des blessés et invalides de guerre depuis le temps du roi Soleil. Sachez également que le chef de l'État burkinabé a participé aux côtés du président François Hollande et de ses homologues du Mali et de la Mauritanie à l'inauguration d'une exposition baptisée Trésor de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar. En attendant de revenir plus en détail sur cette cérémonie, je vous propose d'écouter le président du Faso sur le sens de sa visite officielle en France. Le président du Faso était au micro de Mathias Drabo et de Jérémy Koulibaly. Pour nous, il était tout à fait normal également qu'à le cours de cette visite, nous profitions de cette opportunité pour remercier et saluer l'action du président François Hollande, son attention vis-à-vis de l'Afrique, son attention vis-à-vis du terrorisme, également sur le plan du développement économique et des relations qui ont été très amicales et fraternelles entre l'Afrique et la France. Mais maintenant, demain, nous envisageons
verrons demain après les élections. À ce moment-là, on verra un peu quelle est la configuration des relations entre l'Afrique et la France. Dans l'opération Panga en cours au nord du Burkina Faso pour neutraliser les terroristes et autres bandits, les troupes reçoivent sur le terrain reçoivent le soutien du chef de l'État, du chef d'état-major de l'armée de terre burkinabé. Le colonel-major Raboinga Kaboré était sur le terrain des opérations à Baraboulé, Diguel et Nassumbu. Retour sur cette visite avec Kadama Guiti et Oumar Zombré. Du Mali, nord et arrière. C'est après un briefing sur l'opération Panga que le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, Raboinga Kaboré, entreprend une tournée pour ragaillarder le moral des troupes et prendre connaissance des difficultés qu'elles traversent. Le cap est mis sur Baraboulé. Dans cette commune déjà victime des attaques terroristes, un détachement militaire va bientôt voir le jour. Les travaux avaient même débuté, mais ce site est trop exposé car trop fréquenté par les populations. Pour la hiérarchie militaire, pas question de badiner avec la sécurité des hommes. D'ailleurs, un autre site a été choisi à cet effet, mais en attendant son installation effective, les troupes de la compagnie Lyon veillent au grain et patrouillent nuit et jour dans la commune. Le commissariat de Baraboulé est la première destination de la hiérarchie militaire. Les murs portent encore les stigmates de la dernière attaque et les motos calcinées témoignent de la furie de l'assaut. Mais malgré cette vue, les policiers sont là et veillent toujours à la protection de la population avec toujours plus de détermination. Après le commissariat, le CEMAT se rend à la mairie, une autre cible des terroristes. Là, ce sont des moments de retrouvailles et de réconfort. Oui, tu vas bien? Comment je dors? Content de te voir. On a toujours besoin aussi de votre soutien, votre collaboration pour que notre travail aussi se passe bien sur le terrain. Je vois aussi que ça commence à venir comme on aime le dire. En tout cas, il faut qu'on s'encourage pour que ça puisse très bien se passer. D'accord. Donc, bonne traversée. De Baraboulé, nous remontons vers Diguel à la rencontre de la compagnie Lyon. Une compagnie dirigée par le jeune capitaine Ange Patrick Tapsoba. Le capitaine fait son rapport. Lorsque nous avons fait notre mission de reconnaissance au niveau du village de Kémy, nous avons pu appréhender certains suspects. Plus d'une vingtaine de personnes dans les mailles du filet, mais aussi des difficultés liées à la qualité de l'eau de forage, ainsi que d'autres d'ordre matériel et logistique. Après Diguel, cap sur le dernier site qui est le camp de base de la compagnie Tigre, le camp du détachement militaire du groupement des forces antiterroristes. Dans l'actualité ce soir, s'achemine-t-on vers la fin des délestages du courant électrique à Ouagadougou? En tout cas, le ministre de l'Énergie annonce que dans un mois environ, 30 MW sera disponible pour combler le gap. Le ministre Alpha Oumar Dissa était sur le terrain de production de courant aujourd'hui même à Kosodo, Komsilga et Ouagadou. Il a pu interpeller les entreprises dont les travaux en ville détériorent les installations de la Sonabel. Le point avec Konsoum Koulibaly et Aimé Solange Guigma. S'inquiéter de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de certains équipements de production en vue de satisfaire la demande en électricité, c'est l'objectif de cette visite du ministre de l'Énergie dans les différentes centrales thermiques et électriques de Komsilga, de Kosodo, de Ouagadou et du centre de dispatching. Une réhabilitation qui s'élèverait à plus de 20 millions de dollars. Au niveau de la centrale de Komsilga, le travail est fini. Au niveau de la centrale Ouagadou, d'ici le week-end, il y a un des groupes qui va entrer en production. Et vous avez constaté ici également à Kosodo qu'il y a un autre groupe qui est en train d'être dépanné et qui va entrer en production très bientôt. Et normalement, d'ici la fin du mois, les autres groupes donc, qui sont concernés par cette récupération vont pouvoir donc entrer en production. Donc au total, ça va faire 30 MW que nous allons donc pouvoir ajouter donc à la production nationale sur la base donc de ce travail de fond. Installations électriques endommagées par les travaux de certaines entreprises ont également été visitées par le ministre de l'Énergie. Moi, je demande aux responsables, aux chefs des chantiers de veiller à ce que, en tout cas, ces genres de situations n'arrivent pas et de suivre de près les ouvriers qui travaillent de sorte à ce que nous soyons épargnés parce que nous savons que le centre-ville abrite plus d'une quinzaine de ministères.
la plus grande partie des services au centre-ville, si nous devons observer les interruptions de courant liées au fait que certains ne sont pas vigilants dans leur activité, c'est vraiment déplorable. Et vraiment, moi, j'interpelle une fois de plus les entreprises qui interviennent d'agir avec beaucoup de prudence et d'agir en tenant compte aussi des autres services. Pour pallier le déficit en électricité, il est attendu au cours de cette année l'opérationnalisation de la centrale électrique de Zaktouli et l'interconnexion avec la République du Ghana. Le réseau électrique qui va connaître dans les mois à venir une extension et un renforcement. Le dossier était sur la table des députés ce jeudi, des parlementaires qui ont également donné quitus pour le bitumage de la route Guiba-Garango. Mounira Kiri. Du bitume pour le tronçon Guiba-Garango, long de 72 km. À cette plénière, la représentation nationale donne son quitus pour l'accord de prêt entre le Burkina et la Banque islamique de développement pour le bitumage de cette route. Le début des travaux est prévu pour 2018 et le coût du projet est estimé à plus de 31 milliards de francs CFA. L'essentiel de l'importation en provenance du Togo passe par la route de Tenkodogo et cette route Guiba-Garango offrira une seconde alternative, donc une sorte de contournement de la route de Koupéla pour permettre en tout cas aux usagers de réduire considérablement le coût de l'exploitation. Les 105 votants du jour adoptent également à l'unanimité le projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central. Et ce sont 5 nouveaux barrages qui seront réalisés d'ici la fin de l'année 2018 au profit des populations du Kourouéogo et du Ganzourgou. On va mobiliser plus de 11 millions de mètres cubes d'eau. C'est important. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la région du plateau. C'est plat, c'est assez plat. Donc si vous ne mobilisez pas l'eau, l'eau s'échappe. Deuxièmement, on va aménager près de 200 hectares pour l'agriculture, pour le maraîchage, pour les animaux, pour le poisson. Les députés approuvent enfin l'accord de prêt de plus de 23 milliards de francs CFA entre le Burkina et la Banque islamique de développement. Un prêt qui va permettre de financer le projet d'extension et de renforcement des réseaux électriques du Burkina. Nul n'est censé ignorer la loi. Et pourtant, la faiblesse dans l'accueil et la communication des acteurs de la justice sont autant de perturbations qui affectent les relations entre justice et justiciables. À Bobo Dioulasso, des acteurs de la justice du ressort de la Cour d'appel de la ville sont donc allés à l'école de la communication pour améliorer leur collaboration avec les citoyens. On en parle avec Mireille Tougouma. Rapprocher la justice du justiciable, les acteurs de la justice s'y activent. Réunis ici en atelier, magistrats, gardes de sécurité pénitentiaire, officiers de police judiciaire recherchent les voies et moyens pour renforcer leurs capacités en matière d'accueil et de communication. Il est bon que les acteurs de la justice puissent comprendre comment il faut accueillir les justiciables, comment il faut les rassurer, quelles sont les informations qu'il faut leur donner pour les rassurer au moment de leur passage au niveau de la justice. Mettre les citoyens en confiance passe également par la maîtrise de l'éthique et de la déontologie dans le domaine de la justice. Et cette rencontre prévoit se pencher sur la question. C'est d'abord d'assainir le climat de collaboration au sein des acteurs même de la justice. Chacun a sa formation, chacun a sa déontologie, mais on peut travailler donc à rapprocher les déontologies de tous les métiers qui tournent autour donc de la justice. L'atelier est organisé par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique avec l'appui de la fondation Hans Seidel. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un des engagements du Pacte national pour le renouveau de la justice. Retour à Ouagadougou pour évoquer la naissance de cette nouvelle association de défense des droits humains, la Ligue pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme. La nouvelle structure entend lutter contre la pauvreté, travailler à la prévention des conflits, mais aussi la protection des droits de la femme et la promotion de la bonne gouvernance. Présentation avec Vincent Tiendrebego.
La Ligue pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme, la LDH, est le tout nouveau né des organisations luttant pour le respect des droits et libertés fondamentaux au Burkina Faso. Elle veut être un portail pour l'éveil démocratique par l'éducation des masses aux droits de l'homme. Nous inscrivons dans l'éducation des populations pour que chaque personne devienne un défenseur de ses droits au Burkina Faso. Et chaque personne devient un ambassadeur effectivement de la LDH donc à terme. C'est-à-dire que la différence c'est que nous serons effectivement des éducateurs et des formateurs. Mais il n'exclut pas que nous serons des acteurs de terrain. Si il arrive que les droits de l'homme ils soient violés à quelque part, ici il y a des victimes, nous allons les défendre. Le Burkina connaîtra des élections partielles les jours à venir et la LDH invite tous les acteurs politiques à plus de responsabilité dans leurs actions pour des élections apaisées. Nous voudrons attirer l'attention des politiciens, des partis politiques, sur la préservation de la quiétude de la paix publique. Ça n'arrange personne que dans un village, on chasse des soi-disant halogènes et qu'on brûle les maisons, ça n'arrange personne. C'est une violation flagrante de droit. Donc, si ça se produit, nous allons les consigner, nous allons les dénoncer. La Ligue pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme existe officiellement depuis le 17 février 2017. Elle est composée d'un bureau exécutif de 15 membres, de sections régionales et de points focaux à l'international. La nouvelle Ligue pourra intervenir sur les sites d'orpaillage qui demeurent des zones de non-droit, des sites où les enfants sont exploités dans de pires conditions de travail. On estime à 20 000 le nombre des enfants employés comme main-d'œuvre sur ces sites. L'ONG Ovive souhaite inverser la tendance et aider à promouvoir les droits humains sur ces lieux considérés comme des Far West. Elle vient de lancer un projet pour faire l'état des lieux de la violation des droits humains sur les sites d'orpaillage. Gérard Sommet, Maïmouna Traoré. Les chiffres sont de l'ONG Ovive et de ses partenaires. Le Burkina Faso compte environ 700 sites d'orpaillage. Près d'1 million de personnes y travaillent, dont plus de 20 000 enfants. Un monde exposé à des dérives comme la prostitution, la déscolarisation, la drogue, l'alcoolisme. Un univers où les droits humains, socio-économiques et sanitaires sont souvent bafoués. Avec ce secteur d'orpaillage qui prend de l'importance très vite et qui se fait très souvent d'une façon traditionnelle avec de tas de sortes de défis au niveau des droits, nous nous sommes dit il faut agir et il faut appuyer des acteurs locaux à améliorer les conditions des droits humains. L'objectif de ce projet est de renforcer la prise en compte des droits humains et socio-économiques des populations sur les sites d'orpaillage au Burkina Faso. Ovive et ses partenaires entendent mettre à la disposition des décideurs des informations utiles pour l'élaboration des politiques et programmes de promotion des droits humains sur ces sites. Nous devons, à l'issue du projet, avoir une situation, une cartographie bien définie sur la problématique des droits humains sur ces sites d'extraction artisanale de l'or et, partant de ce diagnostic, pouvoir mettre en place des mécanismes et des actions appropriées. L'Union européenne a débloqué 130 millions de francs CFA pour financer le projet. Cette rencontre qui a suivi son lancement officiel permettra aux parties prenantes d'harmoniser leurs points de vue et de mieux comprendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre du projet. Pour connaître ses droits et devoirs et mieux assumer son civisme, les commerçants réunis au sein du Simakombe se forment. Ils ont entamé une session ce 12 avril à Ouagadougou. Le point avec Nathalie Sawadgo. Le Ditani chanté ici à l'entame de la rencontre entre le bureau du Sinakombe, le syndicat national des commerçants du Burkina et ses membres de la région du centre. Environ 5000 membres venus des marchés et arts sont à l'école du civisme, du patriotisme, du leadership et de la gestion. Le Sinakombe a ambition qu'à partir de cette année, d'ici l'année 2018, nous soyons à mesure déjà de commencer à accompagner de manière importante nos membres, de mettre en place des unités de production locaux, des unités de transformation locale, mais également des boutiques coopératives où nous pourrons produire, où nous pouvons consommer burkinabé. Le développement endogène commence à la base selon le secrétaire général du Sinakombe.
Il faut l'engagement de tous pour y arriver. Le Sinakombe est affilié à l'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres. Et pour le secrétaire général de l'ONSL, les objectifs visés par le Sinakombe: accompagner la mise en œuvre du PNDS, le Programme national de développement économique et social. Quand tu es patriote, tu veux que notre pays se développe. Et ce développement-là passe par ce programme de développement économique et social qu'a initié le gouvernement. Et ainsi, nous avons trouvé des gens qui vont venir leur enseigner ce que c'est le PNDS, comment se rassembler pour porter un pays dans un sursaut économique. À l'issue de cette formation, le bureau du Sinakombe envisage former les coopératives des 126 villages de Ouagadougou et des 13 régions du Burkina. Faire de l'agriculture le levier d'une économie dynamique à travers le soutien des petits producteurs, c'est tout le sens de la mise en place d'un fonds de développement agricole au Burkina. C'est le ministère en charge de l'agriculture qui pilote le projet, un projet en étude en ce moment. Issa Kawedraogo, Nathalie Sawadgo. Selon une étude réalisée par la FAO en 2014, sur l'ensemble des financements qui est accordé au secteur rural au Burkina Faso, seulement 3% des acteurs du secteur accèdent au crédit formel. Le secteur emploie dans son ensemble 86% de la population active et qui ne contribue qu'à hauteur de 30% au produit intérieur. Pour remédier à la situation, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de ses partenaires, décide de doter du secteur agricole d'un fonds de développement agricole adapté aux besoins des acteurs. Et cet atelier national vise à examiner le rapport de l'étude de faisabilité pour la mise en place du dit fonds. Ce fonds va en un premier temps surtout permettre le financement des petits exploitants dans tous les secteurs de développement rural. Et le deuxième élément important, ce fonds pourra servir aux activités de recherche. La recherche pour mettre toujours à la disposition de nos producteurs des semences améliorées de qualité et pour financer également la recherche pour mettre à la disposition de nos producteurs des engrais de qualité et qui puissent préserver toujours la richesse de nos sols. Toutefois, il sera question pour ces acteurs d'amender le rapport, de le valider avant de le transmettre en conseil de ministres pour adoption. Dans le Sourou, une foire de produits agricoles a permis du 11 au 12 avril dernier d'exposer les potentialités de la province. Malgré la forte production agricole dans la province, les producteurs éprouvent d'énormes difficultés à écouler leurs produits. Et la problématique était sur la table de discussion à l'occasion. Yacouba Goro. Cette foire, qui est à sa première édition, vise à promouvoir la production et la commercialisation des produits agricoles dans le Sourou. Pendant 2 jours, les participants ont mené des réflexions sur la problématique liée à la filière agricole. On a échangé de long en large sur les difficultés qui réellement bloquent les producteurs et productrices pour l'écoulement de leurs produits. C'est une des premières fois qu'une foire ou une journée porte ouverte a été organisée à hauteur de 80% des moyens propres des acteurs. Ça, c'est quand même quelque chose à saluer. Et inviter les différents partenaires, que ce soit techniques et financiers, d'accompagner des initiatives de ce genre. Et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique n'a pas attendu longtemps pour réagir. Elle a offert un tracteur et d'autres équipements agricoles pour encourager ses producteurs. Nous avons identifié ensemble que le tracteur, en tout cas, les aiderait à lever les contraintes liées au labour. Il y a d'autres interventions liées à l'accès aux intrants, liées aussi aux différentes formations. Le gouvernement aussi mène d'autres actions pour améliorer les conditions de travail de ses producteurs dans le Sourou. Le gouvernement, par le biais du ministère en charge de l'agriculture, est en train de travailler à apporter son appui à travers des opérations intrants, équipements agricoles et animaux de trait. Ces opérations-là, qui sont opérées depuis les années 2008, visent effectivement l'amélioration des conditions de travail des producteurs. Une visite des stands d'exposition a mis fin à cette cérémonie.
En santé, la charge virale, un nouvel examen pour le sida en lieu et place du CD4. C'est un laboratoire français qui fait la promotion. L'examen permet de quantifier avec beaucoup de précision les virus présents dans le sang et mesurer l'efficacité du traitement. Vincent Tiendrebego. Le ministère de la Santé, en partenariat avec le laboratoire Roche Diagnostic France, propose en lieu et place du test CD4 l'examen de la charge virale aux personnes vivant avec le VIH. La charge virale est un examen qui permet non seulement d'évaluer la quantité de virus par millilitre de sang chez l'individu, mais aussi de mesurer l'efficacité du traitement que reçoit le malade. Au cours de cet atelier, le laboratoire a manifesté sa volonté d'étendre ses services à toutes les régions du pays. L'effort que Roche a fait permettra de soulager un peu l'accès des personnes vivant avec le VIH à cet examen qui est aujourd'hui incontournable pour le meilleur suivi de leur traitement. Outre l'extension de l'examen de la charge virale à tout le territoire national, les responsables du laboratoire disent avoir pensé à l'accessibilité des prestations. Nous devions d'accompagner le gouvernement burkinabé et mettre à disposition ces plateformes et proposer à des prix réduits donc les tests pour la mesure de la charge virale. Le Burkina Faso compte environ 60 000 personnes vivant avec le VIH et le gouvernement compte faire en sorte qu'au moins 90% des personnes sous traitement ARV aient une charge virale d'ici à 2020. À l'étranger, l'Afrique du Sud veut se débarrasser de son président. Jacob Zuma n'a jamais été aussi contesté que ces derniers temps. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Pretoria pour exiger la démission du président. Les cadres de son parti réclament également sa démission. Le chef de l'État de la nation arc-en-ciel est isolé plus que jamais. L'opposition sud-africaine plus que jamais décidée à faire partir le président Jacob Zuma. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi à Pretoria, la capitale, pour exiger la démission du président. Même mobilisation également ici à Johannesburg avec les mêmes slogans « Zuma must fall »,« Zuma doit tomber ». Cette série de manifestations survient au moment où le débat sur le vote de la motion de défiance contre le président sud-africain enflamme le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale souhaite retirer le texte, mais les députés ont estimé mercredi que seul le chef de l'opposition, Mmusi Maïman, en avait le pouvoir. Ce dernier a déposé une requête pour demander le report du vote prévu le 18 avril prochain après que le Mouvement démocratique uni, un autre parti d'opposition, a demandé mardi à la Cour constitutionnelle d'autoriser un scrutin secret pour le vote de mardi prochain. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Abdul Rasmani Zongo. Ça sent le roussi entre le service des impôts et la commune de Bobo-Dioulasso, soupire l'Express du Faso, et le journal Le Quotidien explique. Depuis janvier 2017, le recouvrement des impôts locaux de la commune est boycotté par les services des impôts. Anormal, rétorquent les agents communaux qui ne l'entendent pas de cette oreille et ont donc battu le pavé en signe de grève de 72 heures, qui plus est comme un avertissement. Il y a aussi des nuages dans le ciel de la cohabitation entre maires et conseillers, notamment dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, dont la tête du maire est mise à prix. Madame Raïnatou Ouedraogo est visée par une motion de défiance demandant son départ. Zéphirin Diabré et d'autres membres du CEFOP, face à cette motion de défiance, renouvellent leur confiance et soutien à l'intéressé. Victorien Tougouma lui avertit le président du Faso dans les colonnes du journal Les Éditions Le Pays et en ces termes. Si on doit passer le temps à faire tomber ceux qui ont été élus, il faut que Roch commence à avoir peur. D'une crise, on en vient à une autre. Y a-t-il une hausse supposée ou réelle du prix des loyers dans la commune de Ouagadougou? Cette augmentation, relève le journal Le Quotidien, bien qu'au stade d'une proposition, provoque la colère des commerçants. En tous les cas, la Chambre de commerce est allée en savoir davantage auprès du maire de Ouagadougou, publie l'Observateur, et pour le bourgmestre, je cite, « Il n'en est rien si ce n'est qu'une récupération politique. » Wait ainsi. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.